Donc aujourd'hui, la ville de Sanary a le plaisir de vous accueillir au Jardin des Oliviers sur une journée thématique du déchet dans le cadre de la transition écologique et bien sûr de la protection de l'environnement. Donc les délégations environnement et transition écologique ont souhaité également mettre en place un café-débat sur la problématique des déchets, le thème de la journée. Et ceci avec trois objectifs. Donc le premier est de connaître le fonctionnement de la gestion publique des déchets. Donc, à savoir que cette gestion aujourd'hui est encadrée par plusieurs lois, notamment la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et plus récemment la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, donc, qui ont des objectifs d'amplification de l'économie circulaire, mais aussi de lutte contre le gaspillage pour parvenir à une consommation aujourd'hui plus responsable qui génère ces déchets. Donc, bien sûr, travailler sur la source de génération de ces déchets et du traitement des gisements donc actuels et à venir. Donc Isabelle Troin nous présentera la politique et les modes de gestion entrepris par le CITOMAT, donc qui est le syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères de l'Aire toulonnaise et leur évolution à venir, puisqu'aujourd'hui le cadre donc, politique nationale fait bouger les choses dans les territoires. Donc c'est important de montrer ce que fait l'Aire toulonnaise, puisque Sanary est directement acteur et participant du CITOMAT. C'est pour ça qu'on a bien sûr souhaité faire venir Isabelle Troin, qui est responsable de la communication du CITOMAT, qui nous présentera du coup les actions. Dans un deuxième temps, nous verrons pourquoi il est important de migrer vers un système plus sobre. Isabelle Lafont-Schwab, écologue du laboratoire Population, Environnement, Développement de l'Université d'Aix-Marseille, ici présente, nous exposera les effets des pollutions donc, liées évidemment aux déchets sur l'environnement, sur les écosystèmes naturels, mais également sur la santé humaine. Donc, ce sont des travaux qui sont menés par ce laboratoire, donc un laboratoire transverse sur l'université, donc connu à l'échelle du bassin méditerranéen, d'où son importance. Et nous finirons par Isabelle Poitou, directrice de l'association Terre-Mer, donc qui nous présentera Mer-Terre, pardon. Focaliser sur la mer en premier, non, la terre. Donc parce que évidemment il y a la relation terre-mer aussi, il faut le dire comme on l'a dit, entre l'eau qui circule depuis les cours d'eau jusqu'à la mer et qui sont vectrices de déchets. Donc elle travaille bien sûr sur ces ensembles écologiques. Qui est une cohérence tout à fait valide, et qui nous présentera donc les actions qui ont été mises en place dans la région PACA et aussi sur le territoire de Sanary-sur-Mer, et donc qui ont ouvert aujourd'hui le chemin vers cette transition écologique, donc chemin que l'on souhaite suivre à Sanary-sur-Mer, puisque on a l'ambition aussi de définir une politique de transition écologique au niveau de la commune, donc qui dit où en est-on aujourd'hui dans notre transition écologique à Sanary, donc de par nombreuses actions qui ont été menées bien sûr par les agents de la mairie, mais aussi par l'élu Jean-Louis Granet, très investi dans l'environnement et qui travaille déjà depuis, dirais-je, plus d'une décennie sur ce sujet, qui a beaucoup apporté à la ville de Sanary. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir pour participer à ce débat, et nous invitons aussi à participer aux ateliers qui aujourd'hui sont des leviers aussi pour participer, que le citoyen participe à cette transition écologique et à la réduction donc, des ordures ménagères et à leur transformation. Donc nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui de vous accueillir, et donc je laisse place à Isabelle Troin à la première intervention du débat. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous présenter le CITOMAT, parce que son image est un peu floue des fois pour les citoyens. On voit nos logos partout, sur tous les camions de collecte et tout, mais on ne sait pas exactement à quoi sert le CITOMAT. Donc je vais vous présenter ses principales activités et missions. Et puis je serai à votre disposition pour toutes les questions concernant du coup la gestion là, locale, voire très locale, des déchets. Ça y est, voilà, on y est. Donc voilà, ici vous voyez donc notre célèbre unité de valorisation énergétique. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc le syndicat, on va passer
Et puis voilà son territoire. Donc ici on a la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez qui nous a rejoint en 2016, pour lesquels nous traitons à l'UVE les ordures ménagères. Et concernant le tri, ils ont leur centre de tri au MUI, c'est beaucoup plus proche. Et ils traitent leurs déchetteries là-bas. On récupère aussi maintenant les exutoires de déchetterie, on s'occupe aussi de leurs déchets de déchetterie. Nous avons le TBM, la CCLG et la CASSB où nous sommes aujourd'hui à Saint-Henri-sur-Mer. Est-ce que vous pouvez donner l'intitulé oui, entier? Alors, communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, communauté de communes de la vallée du Gapot, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la communauté d'agglomération Sud-Saint-Eubourg. Donc, les dates clés, création du syndicat en 1979, la première EVE a été mise en place en 1985. En 1993, la mise en place des réseaux de déchetterie. Il fallait bien faire quelque chose pour tous ces déchets qui finissaient dans les ordures ménagères. La collecte sélective en 1996. On a modernisé l'UVE entre 2013 et 2015 pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'intégration, comme je vous le disais, de la commune du golfe de Saint-Tropez en 2016. Voilà quelques dates clés. Les missions, donc on transporte les ordures ménagères résiduelles, donc par des quais de transfert, c'est-à-dire les ordures ménagères du golfe de Saint-Tropez, par exemple, vous n'avez pas des camions qui viennent de Saint-Tropez à l'UVE de Toulon toute la nuit. Hein. Ils ont un quai de transfert, ils transfèrent là-bas, chez eux, sur leur quai de transfert. Toutes les ordures ménagères donc, sont rassemblées dans d'immenses camions, et il n'y a qu'un camion qui fait le trajet, une fois qu'il est plein. Parce que sinon, ça ferait des rotations de véhicules qui seraient lamentables au niveau pollution, au niveau bilan carbone. Valoriser les ordures ménagères grâce à l'unité de valorisation énergétique. On en parlera un petit peu plus tard, mais on produit de l'électricité, on produit de la chaleur grâce à l'incinération des ordures ménagères. Gérer les bas de quai des déchetteries, donc c'est ce que je vous disais, nous on ne décide pas de ce qui va être récupéré dans les déchetteries, malgré qu'on incite beaucoup, mais par contre on gère tout ce qui est gestion de bennes pleines et on traite les déchets qui sont dans ces bennes. Ensuite, bien entendu, traiter les apports de la collecte sélective et des déchetteries, je disais. Les dispositifs de collecte sélective sont fournis par Cytomate à tous nos membres. Donc, quand ils vont équiper des nouveaux quartiers en collecte sélective, c'est le Cytomate qui va fournir les bacs. On installe des colloques de tri partout sur le territoire. Collecter les points d'apport volontaires pour le tri des déchets ménagers. Donc, ça, voilà, c'est les colonnes qu'on voit dans les rues. On collecte les colonnes, oui. C'est un peu difficile à comprendre des fois pour le grand public, mais on ne collecte pas les bacs chez les gens. Les bacs chez les gens, c'est nos membres qui les collectent, ce n'est pas le Cytomate. Voilà. Sensibiliser et accompagner les administrés à la prévention et au tri des déchets, c'est ma mission de tous les jours. Voilà. Et puis négocier les contrats avec les éco-organismes et les prestataires. Tout ça, c'est nos missions. Donc comment on fonctionne avec 17 délégués titulaires et 7 suppléants. M. Granier fait partie de nos élus depuis fort longtemps et il s'investit beaucoup dans ce domaine. Donc nous avons un bureau avec 5 vice-présidents. Nous avons une stratégie, donc des engagements pérennes. On a toujours voulu hiérarchiser les modes de traitement avec la valorisation matière et organique en priorité. La valorisation énergétique, on ne peut pas faire autrement. Et enfin, le dernier mode, c'est le stockage qui aujourd'hui est réduit à 0,30%, je crois, de nos tonnages totaux. Les enjeux à venir, bien entendu, avec les obligations dont on a parlé tout à l'heure, favoriser la valorisation matière et organique des déchets avec le compostage ou le recyclage. On va voir alors comment nous, on fait déjà ça. Les équipements, 300 000 bacs qui sont mis en place sur le territoire, un peu plus de 3 000 colonnes d'apport volontaire pour le tri, 28 déchetteries, on a distribué plus de 75 000 maintenant composteurs individuels, 2 centres de tri, une unité de valorisation énergétique, 2 réseaux de chaleur, tout à l'heure, ils sont liés à l'unité de valorisation énergétique. Les quais de transfert, c'est ce dont je vous parlais, qui nous permet donc de réunir des ordures ménagères sur un site proche des lieux de collecte et après les amener jusqu'à l'UVE. Donc ils sont disséminés sur le territoire. Saint-Cyr-sur-Mer, il y en a un petit. La Molle, c'est celui du golfe de Saint-Tropez. Il y en a un pour éviter aussi tout ce qui est bière, le tradé et tout, de faire les allers-retours jusqu'à l'UVE. Et enfin, il y en a un sur l'Espoir. Et ensuite, une plateforme de maturation des mâches fer.
ce sont les résidus de l'incinération. Une plateforme de compostage, ça c'est 3 par 3, pardon, pour tous les déchets verts qui sont récupérés en déchetterie. Ils partent en plateforme de compostage et ça devient comme du compost. Une installation de stockage de déchets dangereux, bien entendu, puisqu'il nous reste des réfiums MBE et qu'il faut bien les traiter. Et une installation de stockage de déchets non dangereux, ça c'est pour une partie des gravats, des déchets qu'on ne peut pas valoriser complètement encore. Voilà. Ensuite, les déchets inertes, ça aussi on est sur les gravats, on est sur quelques déchets comme ça qu'on n'arrive pas à valoriser complètement. Et une installation de tri des encombrants, parce que du coup, plutôt que de valoriser de façon énergétique les encombrants, ils sont triés et on récupère et on valorise une matière. De façon. Valorisation de matière, toutes les matières qui peuvent l'être. Pardon. Donc le transport, on en a parlé, limiter les émissions de CO2 avec les 4 phases de transfert. Il y a 80 000 tonnes environ d'ordures ménagères et de déchets recyclables qui sont gérés sur ces quais de transfert. Le transport des réfiums et le transport des bêtes de déchetterie, ça c'est une compétence. Le transport et le traitement, c'est vraiment une compétence principale du cytomate. Donc pour la valorisation matière et organique, on a 2 principaux modes de traitement. La valorisation organique, donc avec du compost à grande échelle sur les plateformes avec les déchets verts de déchetterie. On est à 40 000 tonnes à peu près de déchets verts de déchetterie par an. Et le compostage pour les particuliers, où là on valorise beaucoup d'actions auprès des particuliers, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et la valorisation de matière, avec les matières qu'on récupère au niveau du tri, avec les flaconnages plastiques, le papier, carton et le verre. Et enfin, les produits qui viennent des déchetteries, comme les encombrants dont je vous parlais tout à l'heure. Ils récupèrent aussi en déchetterie les produits qu'on récupère aussi dans la rue, le papier, carton, le verre, les flaconnages, c'est récupéré aussi en déchetterie. Donc voilà comment on peut faire. Alors déjà en guidant les administrés le plus possible, on a quand même une forte communication en direction des administrés, avec le soutien des éco-organismes, grâce à des dispositifs complets de collecte et avec des installations dédiées, dont je viens de parler en montrant les équipements, mais il y en a quelques-unes qu'on va exploiter d'un peu plus près. Donc 300 actions de communication par an, 50 000 administrés sensibilisés par les ambassadeurs du tri, en moyenne quand même, vous voyez beaucoup de monde dans l'année. Il y a des années normales, je ne parle pas de l'année Covid, on va l'oublier, c'est là. Et il y a à peu près 500 000 outils de communication distribués par an. Alors ça va fortement baisser. Parce que du coup, on a adopté des outils aujourd'hui numériques qui nous permettent d'envoyer beaucoup de choses par mail et d'éviter de distribuer du papier à tout va qui des fois est juste à peine lu. Donc sur les prochaines années, il y aura beaucoup moins de supports papier distribués. Le réseau des déchetteries, on réceptionne et on traite donc de nombreux déchets. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est accepté en déchetterie, à part l'amiante. Et les fusées de détresse, je crois que c'est les seuls déchets qui ne sont pas acceptés en déchetterie. Donc vous pouvez vous adresser à votre déchetterie dès que vous savez que ce déchet il est un peu bizarre pour aller dans la poubelle, ne le mettez pas, adressez-vous à votre déchetterie. Voilà, pour le compostage des déchets verts, donc les plateformes dont je vous parlais, il y en a 3 pour traiter nos 40 000 tonnes de déchets verts qui atterrissent en déchetterie chaque année. Une à Signes, une à Cuers et une à La Mole pour recouvrir le territoire donc en 3 points sur le territoire. Les dispositifs de collecte, la collecte en porte-à-porte avec des bacs, que vous avez chez vous, simplement si vous êtes en maison individuelle, ou alors tous les dispositifs que vous pouvez trouver à l'extérieur, les points d'apport volontaires pour le papier carton, le flaconnage plastique et le verre. Les centres de tri, donc on en a 2, un à la Seille pour tout ce qui est aire toulonnaise et un au Muy pour le golfe de Saint-Tropez. Voilà nos éco-organismes. Citeo, du coup, qui finance tous les organismes qui participent au tri, d'une façon ou d'une autre, et qui aussi gère, avec les fabricants d'emballage, essaye de les amener à moins de matière, à évoluer sur d'autres bioplastiques, à faire en sorte que nos emballages deviennent de plus en plus acceptables. Écosystème pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, Recylum pour les ampoules et néons, écomobilier où là on récupère tout le mobilier, y compris le mobilier qui peut être en plastique, le mobilier de jardin, le sourbier, enfin tout le mobilier récupéré
et récupérer et démonter, trier selon les matières et tout, valoriser en valorisation matière à chaque fois que c'est possible. Donc c'est intéressant cette veine-là, et en plus on est rémunéré au tonnage, c'est-à-dire qu'en plus eux ils nous versent de l'argent. Donc plus on va en amener, et plus ça va amener de recettes pour aller compenser les dépenses. Donc voilà. Éco-DDS pour les déchets diffus spécifiques, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les déchets dangereux des ménages, hein, on appelait ça comme ça avant. C'est ce que vous avez chez vous, la peinture, les pots de peinture, le white spirit, où souvent il y a un petit truc avec une petite tête de mort barrée. Là, ça veut dire pas dans la poubelle, ça, hein, ça évolue la petite déchetterie. Refashion, c'est la filière textile. Donc on est en train là de mettre en place sur le territoire, pour 2021, il y aura 260 colonnes supplémentaires pour récupérer les textiles. Voilà. Et puis Corépile pour tout ce qui est pile et batterie. Voilà, donc ça c'est vraiment les éco-organismes qui travaillent avec nous pour valoriser de façon correcte tous ces produits. Voilà ce qu'on propose à domicile, donc le compostage individuel pour les maisons avec jardin, le lombricompostage pour les appartements, le compostage partagé pour les copropriétés. Pour l'instant c'est pour les copropriétés, on fera peut-être des tests sur la voie publique, on verra, mais pour l'instant c'est vraiment destiné aux copropriétés. Et enfin, les poulaillers qui ont eu un fort succès et qu'on va reprendre avec nos communautés membres pour leur permettre d'en distribuer à nouveau aux administrés. Tout ceci est gratuit. C'est-à-dire qu'on fournit gratuitement les formations, on fournit gratuitement pour le compostage partagé, on a 6 mois de suivi qui sont fournis, où vraiment on accompagne les référents, on accompagne les gens, on les forme. On essaye de faire en sorte qu'on mette tout en place gratuitement pour que les dispositifs fonctionnent et fonctionnent durablement. Donc voilà, tout ça est à la disposition de nos habitants. Faites-le savoir. Nous, le compostage, c'est un axe très important du cytomate vis-à-vis des administrés et des particuliers principalement. Et la valorisation énergétique. Donc voilà notre unité de valorisation énergétique, située dans le quartier d'Escalion à Toulon, mise en place en 1985. Elle est exploitée par la société Zéphyr depuis le 12. 285 000 tonnes par an, c'est beaucoup, et on n'est pas loin chaque année, hein. Vraiment pas loin chaque année. 3 fours, et donc on traite les ordures ménagères et les déchets d'activité à soins à risque infectieux et d'asthme. Il y a une petite chaîne parallèle à part où aucun déchet n'est touché par l'homme, hein, pour que ça puisse être traité en toute sécurité. On produit de la vapeur, de l'électricité. Ça, c'est le procédé de valorisation très simplifié. Hein, on collecte, on passe dans les fours à 850 degrés au minimum. On produit de la vapeur et de l'électricité, et en fait, on traite après les résidus dont on parlait tout à l'heure, les lithium et les myomes, qui doivent être traités. Pour 2019, 124 268 MWh d'énergie électrique ont été produits, et on a alimenté 2 réseaux de chaleur desservant 5200 logements sur l'aire toulonnaise, et 33 990 MWh d'énergie thermique ont été produits. Voilà. Donc on chauffe grâce à cette chaleur-là 5200 logements, une partie à Toulon, une partie à la Seine. Les résidus, donc les myomes, ils sont réutilisés en partie en terrassement, en travaux routiers, sont extraits de ces myomes l'acier et l'aluminium. On récupère donc du coup après incinération les aciers et les alus, et les réfiums, pour cette usine Saint-Tonne, partent du coup à Bellegarde sur les installations dont on voilà. On a une surveillance de l'impact environnemental de l'UVE continue. On fait 2 analyses par an avec des jauges qui sont situées dans le périmètre de l'UVE, une analyse des aiguilles de pin qui est réalisée par un cabinet d'études indépendant auprès de 9 points de mesure également, et des analyses semestrielles des émissions, dont une au moins, de façon inopinée, commandée par les services de l'État. On a des données qui sont visibles tout le temps. On a notre ordinateur, le cytomate, n'importe qui peut passer et voir les données de ce qui se passe à l'instant T, hein, pour pouvoir faire une surveillance sérieuse de l'impact environnemental de l'UVE. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est l'analyse des aiguilles de pin? On prélève des aiguilles de pin
et ils analysent ce qu'il y a dedans pour voir s'il y a des matières polluantes autour de l'UVE. Alors, un petit élément quand même qui est assez parlant, juste en bas de l'UVE, il y a des ruches avec des abeilles qui produisent du miel et qui vont bien. Donc ça, en général, c'est plutôt bon signe, mais enfin, il vaut mieux quand même s'assurer scientifiquement que tout va bien. Donc pour 2019, alors on a des résultats, c'est des phrases un petit peu, voilà, mais c'est ce qu'ils écrivent. Quartier d'Escaillon est classé comme zone avec bruit de fond urbain, c'est sûr, il y a l'autoroute et industriel suivant les nouveaux repères avec un abaissement des seuils. En termes de rejet dans l'atmosphère, résultats plus performants que ceux imposés par la réglementation en vigueur. Et on trouve une étude pour la prise en compte de nouvelles réglementations européennes en matière, entre autres d'émissions atmosphériques. Et là, je pense qu'en 2021, on a de nouveaux systèmes qui ont été mis en place. On en parlera dans notre rapport d'activité très bientôt. Voilà, donc ça vous a présenté toutes les missions. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler des effets des pollutions sur la santé environnementale et humaine. Et je vais essayer d'aller du constat à la en 15 minutes. Ça va être un peu survolé. Mais je vous parle de pollution alors qu'on parle de déchets aujourd'hui. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme une pollution? La notion de pollution est très vaste. En fait, c'est toute modification défavorable du milieu naturel au travers d'effets directs ou indirects. Ça peut aller de changements par rapport à la répartition des flux d'énergie. Lorsque l'on va prélever dans un cours d'eau de l'eau à une certaine température et qu'on va l'utiliser dans une papeterie, j'aurais pu dire une centrale nucléaire, voilà, n'importe quelle en fait, usine, et qu'on va la rejeter, même si on ne l'a pas enrichie en contaminant, eh bien, le changement de température, quand ça retourne au milieu naturel, peut être perçu comme une pollution parce que ça va altérer les organismes vivants dans ce cours d'eau. Ça peut être des niveaux de radiation, on a tous en tête une radiation du type en fait, liée au nucléaire, ou ça peut être des changements dans la constitution physico-chimique du milieu. On va changer la composition en fait, du milieu ou sa structure physique. Donc ça, lorsqu'on va déverser, lorsqu'on a les stations de traitement des eaux usées qui relarguent leurs eaux traitées, il reste des contaminants qui retournent au milieu naturel, que ce soit les cours d'eau ou la mer. Et puis, il y a une pollution qui est aussi liée à tout changement qu'on ne sait pas forcément identifier au départ, qui va modifier l'abondance des espèces vivantes, donc qui joue directement sur la biodiversité. Alors, ici, je vous montre des cas de pollution de l'eau où on voit des macro-déchets, donc on peut identifier ça, ou des dangers qui sont identifiés, ce n'est pas forcément visible, du plomb et de l'arsenic dans un milieu, mais on a des panneaux qui vont identifier, permettre de prendre conscience, ou la pollution de l'air, quand on voit des fumées d'usines. Mais toute pollution n'est pas forcément visible à l'œil nu. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que tout déchet non géré peut devenir une pollution. Et la prise de conscience que si on ne gère pas ce déchet, il va avoir un impact. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui en quelques diapos. C'est un peu court, mais donc aujourd'hui, quand vous regardez dans la nature un déchet non géré, ces déchets abandonnés ne sont pas qu'une pollution visuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un impact que l'on voit à l'œil nu, mais ça va avoir des effets. Et je vais vous démontrer au travers de certains déchets. Par exemple, lorsqu'on retrouve malencontreusement des piles de type pile-bouton qui contiennent du mercure, alors c'est en train de la réglementation change, de moins en moins il va y avoir du mercure dedans, mais du zinc, du nickel. Quand vous avez du verre qui contient du chrome, parce qu'on pense à la matrice de silice, le verre c'est de la silice au départ, mais ça peut contenir aussi des métaux lourds. On pense au plastique et au carton, qui peuvent contenir des oxydes d'aluminium et de cobalt, des encres aussi, sur les cartons ou sur les emballages. Et bien là, on va comprendre que lorsqu'on va avoir un déchet non géré, il y a la structure des déchets, mais il y a aussi ce qu'il contient, et il va pouvoir être source d'une pollution diffuse. Alors, je vais prendre un exemple qui est tout bête. Aujourd'hui, on peut avoir accès à des tas de petits jouets pour les enfants en plastique qui, pour animer ces jouets, eh bien, il va y avoir à l'intérieur, donc un jeu d'enfant en plastique jeté dans la nature, non seulement il ne se dégrade pas, mais il va pouvoir contenir une pile bouton. Et quand on le jette, eh bien, on n'enlève pas la pile bouton souvent, même quand on le jette dans la poubelle. Et dans cette pile bouton, si on regarde un peu plus
à l'intérieur, eh bien, effectivement, sa composition, hein, mercure, zinc, nickel, va faire quelque chose qui est que ça va se dégrader petit à petit dans l'environnement. Et ce qui était contenu, ces métaux qui étaient contenus dans la pile, vont pouvoir prendre des formes. Alors au départ, on peut avoir par exemple pour le mercure une forme élémentaire. Et puis ici vous avez un schéma, alors je ne l'ai pas trouvé en français, j'en suis désolée, mais je vais l'expliquer. Donc vous allez retrouver ce mercure dans le milieu, ça a été jeté au sol ou ça a été jeté dans une rivière. À un moment donné, il y a une pluie qui va entraîner ces éléments dans l'eau. Et l'eau, en fait, aujourd'hui, c'est un enjeu au niveau de la pollution, parce que ce qui se retrouve dans l'environnement va être un moment dans une phase liquide, va se retrouver contaminé. Et on retrouve, et on a des indications qui nous permettent donc de montrer qu'une partie de ce mercure qui va se retrouver dans l'eau, il va se retrouver en fait transformé en une forme qui est le méthylmercure, une forme organique qui est extrêmement toxique. Alors je montre ce schéma juste pour le mercure, mais on pourra se faire une idée en fait sur de nombreux métaux où on va avoir la même problématique. Et donc ces formes de mercure vont pouvoir être, quand elles arrivent dans l'eau, être finalement absorbées, c'est-à-dire en contact avec le phytoplancton, en fait avec des micro-organismes végétaux qui eux-mêmes sont consommés par du zooplancton, des petites formes animales qui consomment ces formes végétales, qui sont ensuite consommées par des petits poissons, puis des plus gros, etc. C'est pas représenté, mais en bout de chaîne, celui qui pêche et qui consomme. L'humain. D'accord? Donc nous sommes directement exposés. On a en mémoire la catastrophe de Minamata au Japon, où des industriels déversaient des quantités de mercure dans la mer, et où il y a eu un temps extrêmement long avant qu'une décision politique, une décision de santé publique soit prise, en voyant les impacts qu'il y a eu. On devrait rester avec cette image en tête, parce qu'il y a eu d'abord les chats qui sont devenus fous, c'est un neurotoxique, le mercure, et puis des malformations chez les humains, des enfants. Donc une incidence sur la génération suivante. Donc c'est extrêmement grave. Alors on peut penser que des petites quantités de mercure comme ça dans une pile, c'est anodin. Mais si ça se retrouve dans l'environnement, c'est transformé et ça devient biodisponible et ça s'accumule. Le grand enjeu des pollutions qu'on retrouve dans nos déchets, c'est que tout ce qui contient du métal à un moment donné dans sa fabrication peut se retrouver dans l'environnement et entrer dans un cycle de bioamplification. Alors ça c'est un petit peu ce que je voulais donner comme indication, c'est qu'on a l'impression que le déchet est anodin ou une pollution visuelle, mais en fait, lorsqu'il va être dans l'environnement et qui petit à petit va se dégrader, eh bien, même si on a une idée aussi de biodégradable, on nous vante les capacités de biodégradabilité de certains déchets, cette biodégradabilité n'est pas un avantage. Isabelle Poitou tout à l'heure va vous parler des plastiques. On a inventé des plastiques biodégradables, mais aujourd'hui c'est une catastrophe quand on a des plastiques qui se dégradent en petites particules et qui vont contaminer. C'est une pollution chronique, absolument tous les compartiments de l'environnement. Donc, voilà. D'ailleurs, je fais juste un petit commentaire, mais sur la loi AGEC, ils sont inscrits d'ailleurs que le plastique biodégradable. Oui, c'est l'environnement. Je ne sais plus à quel horizon, mais ça a été considéré comme un problème qu'aujourd'hui a reconnu au niveau national, européen et national. Ben, cette prise de conscience était indispensable parce que nous, en tant que scientifiques, on a très vite vu que la notion de biodégradabilité n'était pas forcément positive et qu'elle pouvait amener à, en fait, en transformant quelque chose, à avoir des polluants qui sont plus bioaccessibles ou qui posent d'autres problèmes que l'on ne sait pas gérer. Aujourd'hui, lorsque l'on va analyser la composition, mais même dans nos estomacs, nous avons une quantité de microplastiques parce que nous avons été exposés par l'eau de boisson et par notre alimentation aux microplastiques qui avaient déjà été incorporés dans l'environnement et dans les organismes vivants. Donc ici, ça reprend un petit peu l'image
de ce que je vous ai montré précédemment pour le mercure, et c'est une petite montée en généralité, ben, nous sommes tous concernés parce que, évidemment, il y a la pollution industrielle, évidemment, il y a des sources, même avec nos normes et nos réglementations de traitement des déchets, mais nous sommes des contributeurs et nous sommes les premiers exposés. Que ce soit indirectement ou directement, nous allons avoir en fait des entrées, c'est-à-dire que tout le monde contribue par nos activités aujourd'hui à cette contamination chronique. Et on est tous donc soumis à cette exposition, à ces pollutions chroniques. Alors je ne suis pas en train de faire de catastrophisme, je suis en train d'essayer de montrer la prise de conscience qu'on doit avoir, parce qu'on est complètement interdépendants avec toutes les espèces vivantes qui nous entourent. Donc à un moment donné, on est en contact par notre alimentation, par notre mode de vie, avec ces organismes-là, et que ce soit de l'alimentation ou même du bien-être, se retrouver dans une nature qui est préservée, eh bien, nous sommes tous acteurs pour limiter ces impacts qui vont dégrader l'environnement. Donc, je vais maintenant un peu m'orienter vers, mais finalement, comment agir. Alors, comment agir? Moi, je vais vous donner le point de vue d'un enseignant-chercheur qui travaille à l'université. Hein, je ne me substituerai surtout pas aux associations qui ont un rôle très important et aux politiques dans leur prise de décision, mais je vais montrer le maillon de la recherche. Alors, la première chose pour agir, bah, c'est anticiper. C'est-à-dire essayer de ne pas arriver à la catastrophe. Ici, dans le schéma, vous avez l'écosystème. L'écosystème, lorsqu'on constate la dégradation à l'échelle de l'écosystème, on va parler de biointégrateurs, on a une disparition d'individus appartenant à une espèce, ils ne vont plus être en présence puisque leurs conditions de vie ne sont plus assurées. Et bien là, c'est généralement trop tard. On n'a plus de capacité de résilience, de retour en arrière. Donc, qu'est-ce que nous, on essaye de faire? C'est d'observer à des échelles fines, ça peut être l'ADN, ça peut être cellulaire, donc on va appeler ça des biomarqueurs dans le vivant, chez les espèces vivantes, pour anticiper, être le plus tôt dans une réponse qui est très faible, mais qui nous indique qu'il y a déjà une altération. Des fois, on passe à la bioindication, c'est visible à l'œil nu, on a un changement, ces feuilles sont nécrosées, elles changent, elles ont des anthocyanes, des composés qui vont donner une coloration et qui nous indiquent que la plante est dans des conditions qui ne nous conviennent pas. Ou on peut, alors, donc, ce sont des bioindicateurs, ou on peut avoir par exemple les lichens, qui sont des organismes très importants pour le suivi de certaines pollutions parce qu'ils ont une capacité de bioaccumulation. Et tout ce que l'on va observer ici nous permet souvent de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il y ait un effet à trop long terme. Donc, on a développé un certain nombre d'outils pour avoir des diagnostics précoces avant que ce soit irréversible. Oui, par exemple, dans le cas des UVE, dont tu as parlé, qui sont des dévalorisations énergétiques, donc l'incinération des déchets, donc ce genre de méthodes sont rendues obligatoires dans des dispositifs de biosurveillance, où on va dans les aiguilles de pin. Alors peut-être que vous pourrez en parler quand même, mais pour montrer qu'il y a quand même aussi déjà une intégration de ces méthodes dans un suivi pour s'assurer aussi des impacts et voir s'il existe ou pas des impacts. Donc dans les aiguilles de pin, on allait voir le niveau de métaux lourds, de ces substances, pour vérifier si dans la zone environnant un incinérateur de déchets, on retrouve ou pas des retombées atmosphériques polluantes. Donc aujourd'hui, il y a quand même des règles pour voir s'il y a des impacts ou pas. Parce que on va en parler un peu plus si vous le souhaitez après, hein, sur l'incinération de déchets, une activité que je connais. Et c'est très important, et ça, j'apprécie effectivement qu'il y ait cette biosurveillance sur les aiguilles de pin. Je travaille sur du pain d'Alep pour des outils de biosurveillance, et c'est très... bon, après, ça dépend de ce que l'on analyse, mais effectivement, on est renseigné sur les éléments. Alors, la deuxième étape pour moi, c'est informer.
Et je vais vous donner un petit exemple de la démarche qui va de la démarche du scientifique, les données scientifiques, jusqu'à la décision politique, parce que je pense que c'est très important de voir qu'on a besoin des informations données par les scientifiques. Quand on a commencé à parler des changements climatiques globaux, eh bien, c'est aussi sur des données d'une centaine d'années. Donc, sur une période d'une centaine d'années, on a pu mettre en évidence des effets d'augmentation de température. On a pu montrer que c'était perceptible sur la répartition géographique des espèces et aussi sur leur phénologie, c'est-à-dire leur stade. Par exemple, pour une plante, quand est-ce qu'elle fait des fleurs, quand est-ce qu'elle fait des fruits, pour un animal, quand est-ce qu'il se reproduit, donc qui sont perceptibles à l'échelle des espèces. Ce dernier siècle, sur environ presque 2000 espèces qui ont été étudiées chez les animaux et les végétaux, on a vu un déplacement de la répartition de ces espèces de plus de 6 km par décennie vers le nord. Ça veut dire que le nord devient plus favorable à certaines espèces qui aiment la chaleur. On a vu une augmentation, enfin la distribution qui est montée de 6 mètres par décennie en altitude. Donc en fait, par exemple, des plantes qui ne pouvaient se développer qu'en zone littorale ont commencé à monter en altitude parce qu'elles ont trouvé les conditions propices à leur développement. Et on a un décalage de précocité de 2,3 jours par décennie sur le stade phénologique, une floraison plus précoce. Ça a une incidence parce que lorsque je vous ai parlé d'interaction entre les espèces, lorsqu'une plante a la nécessité d'avoir un insecte qui vient la polliniser, eh bien s'il y a un décalage entre les cycles de vie des deux organismes, eh bien ça va nuire à la reproduction de la plante. Et ainsi on va avoir des conséquences qui sont importantes. À partir de ces données scientifiques, de nombreux chercheurs ont contribué à fabriquer ces données, mais aussi des associations. Eh bien, on peut informer et mettre en place des mesures de protection. Et c'est là où on a vu apparaître depuis les années 2000 de nombreuses directives sur la limitation des émissions de polluants à l'échelle européenne, avec une retranscription en droit français, et où on a vu aussi apparaître un certain nombre de chartes internationales sur l'environnement. Donc c'est la décision politique. Et ça, c'est important que nous, on puisse apporter de la donnée pour informer et permettre que ces choix politiques soient faits. Alors, je terminerai en disant, agir nous en tant que scientifique, c'est aussi travailler avec des associations, c'est ce que je fais. Et c'est aussi voir, alors je donnerai un exemple qui n'est pas local, mais parce que je travaille avec eux, il y a des milliers d'exemples et je pense que vous pourrez aussi en alimenter. C'est finalement s'investir en tant que citoyen avec des actions qui sont menées par les associations. Alors, on a parlé d'associations qui vont accompagner le prélèvement de déchets et la sensibilisation aux déchets, mais on peut le faire aussi sous des formes de générer de la donnée. Et c'est ce que dans l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, qui est à Fos-sur-Mer, il propose, c'est-à-dire il propose des sciences participatives. Il montre comment on va suivre grâce à la présence de lichens sur des troncs. Ils ont des petites photos pour expliquer aux gens comment reconnaître, alors c'est pas à l'échelle de l'espèce, mais identifier certains lichens, pouvoir en indiquer la diversité et la présence. Donc ils font des petits quadrats comme ça. Ils sont formés et puis ensuite ils vont faire des relevés à différents endroits. Et là, je cite juste, j'ai une référence sur une publication qui a été faite pour montrer que plus on s'éloigne des sites pétrochimiques, plus on a une diversité des lichens et moins on a de pollution dans les lichens. Voilà, des choses qui peuvent être présentées. Et je vous incite à lire l'article de Philippe Chamaret sur les recherches territorialisées à Fos-sur-Mer, qui est paru récemment dans Rives méditerranéennes en décembre 2020, qui montre aussi toute l'action d'une association à la fois pour la sensibilisation des citoyens, mais aussi pour l'acquisition de connaissances qui vont être des leviers pour les décisions politiques. Voilà, j'ai fini. Merci. Si, c'est très intéressant depuis ce matin. Là.
très enrichissant. Et donc on va poursuivre sur cette thématique des déchets pour aborder celle de ceux qui sortent du circuit contrôlé pour arriver dans le milieu ambiant, hein, la fameuse pollution chronique dont on parle depuis tout à l'heure, et qui est une bombe à retardement et qui est en train de nous péter à la figure. Pour parler très simplement, mais c'est vraiment ça. Hein. En fait, ça fait des années qu'on produit du plastique et on ne se doutait pas de la gravité de ce que ça pourrait engendrer. Et aujourd'hui, en 2021, on soit face à cet enjeu qui paraît un peu insurmontable. Comment faire pour réduire ce problème? Et on se rend compte que c'est pas simple du tout. Voilà, donc là je vais vous parler d'un dispositif dans lequel nous sommes engagés avec l'association Mère-Terre, qui est d'essayer d'unir les forces, parce que moi je suis écologue aussi, et c'est vrai que prendre en compte la complexité du système, c'est pas quelque chose qui est culturellement habituel chez les scientifiques. Les scientifiques coupent tout en petits morceaux, et on vient spécialiser un petit morceau. Et l'écologie, c'est celle qui va essayer de comprendre comment fonctionne le système. Et finalement, on est dans un processus scientifique qui n'est pas si familier, qui n'a pas accueilli encore et reconnu, je trouve, l'écologie à l'auteur de ce que l'écologie apporte aujourd'hui dans le monde. Et donc, cette question des déchets en milieu marin, elle a soulevé cette grosse question-là de comment est-ce qu'on en arrive là, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. D'abord, je vous présente l'association Mère-Terre. J'ai fait un doctorat, j'ai fait des études de biologie marine et ensuite en aménagement et urbanisme, donc j'ai une double approche, sciences de la nature et sciences sociales. Et je me suis rendu compte, donc c'était dans les années 94, j'ai commencé à étudier le sujet. Quand j'ai fait de la biologie, je suis allée voir Charles Bourg-Tourès, je suis allée voir M. Ménez, j'avais une Vicente qui était l'un de mes professeurs, et je leur ai demandé, mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais abordé la question des plastiques? J'habitais à Marseille, je me baladais pas mal, et je voyais tous ces déchets dans le chef du littoral, je me disais, mais jamais on nous enseigne quoi que ce soit sur ces plastiques en milieu marin, en écologie, en biologie. Il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça pollue, comment ça se passe? Et donc, mon directeur à l'époque de recherche me dit, allez-y, foncez, c'est un sujet orphelin. Et c'était en 1994, c'était une nuisance autorisée. Donc les scientifiques n'avaient pas à ce moment-là considéré que le déchet du quotidien puisse être une pollution. Et je pense que c'est la culture scientifique qui a des méthodes d'étudier le petit. L'infiniment petit, c'est-à-dire qu'on va avoir des instruments de mesure, pour des microscopes, des loupes, on va étudier des concentrations dans des volumes, mais nos objets du quotidien, ça peut pas polluer, c'est pas ça la pollution. Donc il y avait un changement de paradigme de qu'est-ce que c'est que la pollution. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est quoi la pollution? En fait, c'est... Voilà, donc c'est ça. Je pense que les scientifiques ont aussi un rôle dans cette affaire-là. On a laissé traîner parce que c'était pas grave. Et où ça paraissait pas grave. Moi j'ai eu des scientifiques qui me disaient, oh, si ça vous plaît, ça se saurait. J'ai participé à des réunions, je me suis retrouvée confrontée à des réunions où j'étais un peu sciée par la réaction de certains scientifiques. Bon, donc je me suis lancée dans cette aventure, j'ai créé l'association en 2000 pendant ma thèse en me disant, il n'existe pas en France d'organisme spécialisé. Je faisais ma thèse au sein du CEDRE, qui est un organisme spécialisé sur les pollutions accidentelles des eaux, basé en Bretagne. Ils ouvraient une antenne à Toulon, à la Seine-sur-Mer, à l'Institut à l'Ifremer. Et donc j'ai intégré le CEDRE pour faire ma thèse. Et à ce moment-là, je me suis dit, pour connaître ce sujet, comme les autres pollutions, il faut la mesurer. Il n'y a pas de mesure. Et mesurer des macro-déchets, c'est pas du tout la même chose que des concentrations de molécules dans un volume d'air ou d'eau. C'est un petit casse-tête. Donc c'est un challenge, c'est un défi. Je pense qu'on n'a pas fini de développer et de trouver les bonnes méthodes de caractérisation de ces déchets parce que c'est pas si simple. Donc j'ai développé au sein de l'association une spécialité de définition de méthodologie de caractérisation des déchets sauvages diffus. Ensuite, notre travail, c'est également de coordonner l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans cette thématique parce qu'on se rend compte que pour être efficace, moi je suis science pour la société. C'est vraiment, moi j'ai un objectif, une espèce de one thinking, là, je ne fais que penser à ça, c'est comment est-ce que je fais pour être efficace, pour avoir des résultats.
Et toute seule, je ne fais rien. C'est vraiment cette notion d'écosystème, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a une partie de la solution et j'essaye de rassembler ses forces. Et on voit la puissance qu'on peut avoir quand on unit et qu'on concentre le faisceau. La notion donc c'est coordonner les actions, coordonner les mettre en articulation, sensibiliser, former, éduquer évidemment, hein, on rassemble la connaissance et également avoir des solutions et rassembler les solutions sur la valorisation, le recyclage. Et on a créé des plateformes de sciences collaboratives parce qu'on s'est rendu compte que justement chacun détenait une partie de la connaissance. Cette connaissance, les scientifiques ne l'ont pas forcément sur les macro-déchets, on va dire. Hein, il n'y a pas de surveillance, il y avait très peu de surveillance à l'époque. Aujourd'hui, on a une grâce à l'application d'une directive européenne dont je vais parler après. Mais ce sont des données qui sont très ponctuelles et qui coûtent très cher à acquérir. Alors qu'on a plein de gens qui font des opérations de nettoyage, de plus en plus. Et on a des collectivités territoriales qui ont beaucoup de données. Sauf qu'elles ne savent pas qu'elles détiennent de la donnée. Donc mon travail aussi, c'est d'aller voir les collectivités territoriales pour les inviter à, simplement, quand je ramasse les déchets sur les plages toute la saison d'été, j'ai de la donnée. Mais je ne sais pas, j'ai de la donnée. J'ai Suez qui commence à s'intéresser au sujet, donc ils ont des déchets dans les dégrilleurs, des réseaux pluviaux, ça c'est de la donnée. C'est tout simple, hein, et c'est pas grand chose à faire, c'est juste, il y a un petit relevé. Bon, c'est des choses qui sont possibles à mettre en place, et c'était ce que j'avais fait au cours de ma thèse, donc je me suis rendu compte que oui, les services techniques, suivant les personnes qu'on a en face de nous, certaines sont très motivées et ont très envie de contribuer à l'amélioration de la connaissance aussi. Il y a un intérêt de participer individuellement à une avancée collective. Et ces données, c'est un tableau de bord, c'est vraiment un outil d'aiguillage, de mesure d'action publique, parce que, et individuelle et collective, hein, c'est vraiment, ok, grâce à cette data, j'analyse, j'interprète, je comprends, et je peux agir là où il y a un problème, et on est auto-apprenant. Donc tout ce travail-là nous permet d'accompagner les pouvoirs publics et les industriels, les entreprises dans des plans d'action de réduction. Et tout ça, moi, mon métier, je suis vraiment au service. Cette notion-là, je ne peux pas faire du business, je pourrais, hein, il y a plein de gens qui font du business, il y a plein de structures aujourd'hui qui font du business sur cette super vague en ce moment de croissance, hein, des intérêts sur cette question de plastique sauvage diffus. Il y a des applications qui sont en train de sortir. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est un sujet très 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 politique. C'est pas simple du tout. Et nous, c'est vraiment renforcer la capacité de tous les acteurs à unir ses forces aux autres pour être plus efficaces ensemble, et on accompagne comme ça la société à la mise en œuvre de solutions curatives. Très très rapidement, parce que je ne vais pas avoir assez peu de temps, l'histoire c'est que on a acquis en 200 ans une croissance démographique qui est, c'est pas pourquoi il balance tout seul, on voit cette période industrielle qui est issue de la consommation des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'on a construit notre modèle de développement, l'humanité, l'espèce humaine, elle s'est construite sur les énergies fossiles. C'est de la concentration, le soleil est concentré en barre, hein, dans des algues, dans des plantes, et cette énergie, on a compris que c'était un support donc, pour notre développement. Et c'est ça qui a permis le développement de l'humanité. En 200 ans, on a gagné 7 milliards d'habitants sur la planète. C'est un truc incroyable. Et cette énergie, elle est issue des déchets de la nature. C'est-à-dire qu'on a construit notre modèle de développement sur les déchets, c'est-à-dire hein, le charbon, le gaz, le pétrole. Et donc c'est intéressant d'un point de vue philosophique aussi de se poser ça, de vraiment prendre conscience que oui, le déchet est une ressource, oui, le déchet est une mine d'or. Et on est assis sur un tas de mines d'or avec nos décharges publiques qui sont peut-être des puits de pétrole à l'envers pour longtemps, parce qu'on va en manquer de ce fameux pétrole. Voilà, et donc ce plastique est issu du pétrole notamment, c'est ça aussi, c'est le pétrole qui nous permet aujourd'hui d'avoir du plastique. Et ce plastique est utilisé dans tous les secteurs de la société et surtout dans le packaging. Le packaging, c'est l'usage unique, c'est la consommation nomade, c'est je me déplace, c'est je suis libre, ça me facilite la vie.
c'est vrai que c'est génial, hein, on ne peut pas le nier, c'est fabuleux le plastique. Hein. Et ça a rendu énormément de services et ça continue à rendre énormément de services. C'est ça qu'il faut rappeler pourquoi le plastique finalement a plus toute sa place dans la société. Mais parce que ça coûte moins cher au transport, il y a des intérêts, mais c'est-à-dire que c'est là où c'est difficile aussi. Mais oui. Et c'est pour ça que moi je ne parle pas de zéro plastique. Médical et tout, c'est un langage, on sait bien. Mais c'est une. Quand on parle d'agriculture raisonnée, moi je parle de production de plastique raisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça a un intérêt. Vraiment c'est utile, c'est même un intérêt écologique, c'est même nécessaire. Il y a d'autres endroits où ça n'est pas du tout. Bon, enfin, on a certaines marques qui arrêtent de distribuer des jouets à la con. Des jouets on se ressent sur des activités vraiment importantes. Au niveau réglementaire, sur l'hygiène de santé, peut-être vraiment, comme vous dites, déjà se cibler sur des secteurs où c'est indispensable. Voilà, c'est avoir une production raisonnée, réfléchir, arrêter de faire n'importe quoi et de croire. Voilà. Et donc on voit ici une production des. Je ne sais pas si j'ai la petite flèche. Je sais pas. En 2019, ça c'est la production du plastique dans le monde. On voit qu'elle continue à augmenter dans le monde. En revanche, en Europe, elle diminue à partir de 2017. On voit une diminution de production de plastique depuis 2017, sauf que le plastique est produit ailleurs qu'en Europe. Hein, et on importe. Donc c'est la restriction que... et donc, oui, voilà, le plastique continue à augmenter. On continue à en produire. Et on va continuer à en produire. Donc le rêve du zéro plastique, c'est utopique, hein, on sait bien. Et ça veut dire avoir cette responsabilité-là, cette responsabilisation tous ensemble, dire que face à cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait? Et ces plastiques sortent des circuits contrôlés dans énormément d'endroits du monde parce que jusque-là, c'était pas une pollution, c'était pas grave. Et c'est normal de jeter son mégot de cigarette négligemment par terre ou dans la bouche des loups. Je vois des mamans encore aujourd'hui qui montrent à leurs enfants comment je jette mon paquet de bonbons ou mon emballage dans la bouche des loups. Parce que voilà. Les regards, c'est de l'eau pluviale, c'est pas. Oui, dans les réseaux pluvieux. Et il s'agit à ce moment-là dans l'éducation, à l'école, expliquer ce que c'est qu'une vie. Je ne suis pas sûre que dans l'éducation, on ait bien expliqué d'où vient l'eau, où est-ce qu'elle part. Comment ça marche quand je soulève le béton, là, le bitume, qu'est-ce qu'il y a dessous, comment ça fonctionne tout ça. Les rouages, l'intérieur du système. Et on voit ici les pays asiatiques qui produisent énormément et qui sont aussi une source de pollution du milieu marin. Là, c'est les fuites de plastique, les pays qui sont les plus concernés. Alors nous, je trouve qu'on n'est vraiment pas bon par rapport à, soi-disant, notre super développement, notre magnifique pays, l'un des plus beaux du monde. Et on continue à se comporter encore en jetant nos mégots par terre en 2021, quand il y a un truc qui ne va pas. Il y a beaucoup de monde encore qui continue à jeter. Donc vous connaissez le sujet, les déchets descendent des bassins versants. Beaucoup de monde, instinctivement, depuis l'aube de l'humanité, l'eau est un épurateur. Et on jette nos déchets en bordure de cours d'eau. C'est vieux comme le monde. On prend l'eau et ensuite, c'est pour ça qu'on s'installe en bordure de cours d'eau aussi. Hein. On va nettoyer, on va pouvoir le jeter. Donc, quand on fait quand on met la couche, si on fait un système d'information géographique au niveau cartographique, vous prenez la couche des charges publiques et vous prenez la couche des cours d'eau. Elles sont quasi systématiquement à côté de l'autre. C'est impressionnant. C'est instinctif et ça c'est intéressant aussi de regarder cette approche psychosociale des écosystèmes humains. Elle est importante. Donc 80% de déchets descendent des bassins versants et on se comporte sans vraiment faire attention. Donc tout ça, ça nous raconte une histoire que nous avons une production extraordinaire, nous avons cru, je trouve que c'est pas très joli, mais enfin, nous nous sommes développés. Les déchets continuent à être produits et vont continuer à être produits. Une grande partie de ces déchets ne sont pas biodégradables parce que le plastique est fabriqué pour ne pas être biodégradable. Il est imputrescible, il va emballer la nourriture, c'est fait exprès, on est très fort. Nous jetons tous nos déchets dans les cours d'eau, dans les réseaux pluviaux,
sans faire très attention. Les villes entreposent aussi les déchets en bordure de cours d'eau. Et finalement, tout ça, ça aboutit dans le milieu naturel, le milieu marin, qui est la source de la vie. C'est-à-dire que philosophiquement aussi, instinctivement, il y a quelque chose d'intéressant encore là, c'est que la mer, porte bien son nom, l'origine de la vie, c'est l'océan. Le ventre de la terre, c'est la mer. Et donc nous sommes en train de tuer la mer. Je vous ai fait une approche un petit peu psychosociale, symbolique, parce que cet objet de recherche sur lequel je travaille depuis des années me permet de rentrer en profondeur aussi dans le système humain, dans la manière dont on se projette dans le monde. Et les symboles sont très importants. Et c'est un cas d'école de pollution, c'est un outil éducatif et pédagogique très puissant. La question des déchets sauvages diffus parce qu'ils sont visibles et ils interrogent chacun d'entre nous dans son comportement. On ne peut pas dire je ne savais pas, on ne peut pas dire c'est pas moi. On peut dire ah oui, je peux moi aussi participer dans mes goals simplement en mettant là ou en mettant là. Donc ça c'est intéressant. Au niveau des résultats qu'on trouve sur la caractérisation des déchets, on voit que ce sont des objets à usage unique, donc coton-tige, des bouchons de plastique, des mégots de cigarettes, paquets d'emballage, de friandises, de chips, de pique-niques. C'est extraordinaire à quel point on trouve des fruits de nourriture, sucrés, salés, de consommation nomade facile. Et en fait, c'est tabac, alcool et bouffe, et cigarettes et sucre. Sucreries, beaucoup de soda. Et finalement, quand on regarde cette sociologie du plastique diffus qu'on retrouve en milieu naturel, on se dit, tiens, il y a peut-être des comportements. Ça permet aussi d'avoir une lecture sociologique et psychosociale sur les comportements à l'origine de ces déchets. Et ça, c'est fort intéressant parce qu'on se dit, si on travaille sur les 87% donc, de des objets qu'on trouve en milieu naturel sauvage diffus, ce sont des plastiques, que ce sont des déchets, en fait, il y a 64% des déchets identifiables sont issus de l'alimentaire et du tabac. C'est-à-dire que si on s'adresse à ces déchets-là, à ces objets-là, à ces acteurs-là, à cette manière de se nourrir, parce qu'aussi, c'est quelle est la relation que j'ai avec mon corps. Je fume, je bois et je mange des sucres. Je me nettoie les oreilles. Mais je prends beaucoup de sucre. Non, mais c'est nettoyer les oreilles. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. 60% ou 36%? Alors, en fait, là, c'est 36% de l'ensemble des déchets diffus. Mais quand on regarde seulement les déchets identifiables, c'est 64%. Parce qu'on a là-dedans, tu vois, il y a une grosse partie de déchets indéterminés, c'est orange. Ouais, c'est orange. Mais dans l'indéterminé, c'est beaucoup de plastique, c'est 87% de plastique, et ces plastiques sont des emballages. D'accord? Donc, quand on reprend ces chiffres-là, on se dit, si je regarde que les déchets identifiables, je peux agir sur ces 60%. C'est-à-dire que ça permet de définir les priorités des politiques publiques, ces déchets, ces données. C'est très intéressant comme ça. Voilà, petit... Là, ils sont sanglants, c'est pas bien, mais voilà, on est type d'échouage. Vous connaissez, pour ceux qui font du nettoyage, c'est assez dramatique après la pluie. Isabelle a abordé cette question des impacts. Les déchets ont plusieurs formes de pollution, vont avoir des effets qui ont plusieurs formes. C'est déjà au niveau mécanique, en tant qu'objet. Ils vont occuper l'espace. Et ils vont prendre de la place dans un environnement où il y a plein d'espèces qui vivent. Donc les animaux peuvent s'empêtrer dedans, ils peuvent se poser dessus, ils peuvent les ingérer. Donc ils peuvent recouvrir complètement les fonds marins, ou bien flotter. Et il y a des moments où il y a des arrivages très importants, il n'y a plus de lumière du tout. Et puis on va plus remonter à la surface. Les animaux vont plus pouvoir, effectivement. Et ça c'est très peu étudié. En fait, on est sur le début d'un... C'est compliqué, c'est-à-dire que les chercheurs, il y a des grands couloirs de recherche standards, enfin, ils sont tous... La culture scientifique, je vais étudier les dauphins, c'est rien, les papillons. Il y a des rêves de jeunes gens, des rêves de recherche dans des domaines qui font rêver. Mais c'est vrai que les déchets, ça ne fait pas rêver. Moi, je fais de la biologie marine, c'est pas pour aller étudier. C'est vrai. Donc, c'est un sujet. Ça, c'est une autre discussion.
Mais c'est un sujet mais qui a du mal à recherche, aussi mobiliser Et les après, c'est chercheurs. le financement de la recherche qui malheureusement sont souvent liés aussi à l'évolution. Ben, pas forcément, mais c'est vrai qu'il faut aussi du volontariat. Enfin, il faut qu'il y ait des personnes, des Ouais, mais là, étudiants qui on parle prennent de leur recherche. thèse et qui partent Mais dans la recherche. c'est des financements aussi de la recherche. Oui, Il y a si pas- on met il y a du financement, il y en aura des chercheurs. Hein. Alors justement, il y a beaucoup de financement et ces derniers temps, ce qui s'est passé, en 2008, vous voyez, c'est dans ces années-là, dans les années 2000, à partir de 2005, en rose, ça c'est sur les publications scientifiques, on a commencé à avoir des publications scientifiques sur les microplastiques. Et c'est seulement à ce moment-là que les scientifiques ont commencé à réaliser l'enjeu environnemental. Et que du coup, la population et les politiques publiques ont pris en compte que c'était un problème. Mais jusque-là, c'était pas grave. Mais c'est extrêmement intéressant de savoir ça, même les scientifiques. Je vous assure, j'ai eu des conversations, mais c'était effarant. Donc, anticiper, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Ça veut dire aussi que nous, associations, aujourd'hui c'est une association que je dirige, et c'est vrai que ça, on fait de laboratoire parce qu'il n'y avait pas de labo qui travaillait sur le sujet. Donc, c'est aussi frustrant parce que la reconnaissance de mon métier aussi, des fois je souffre, hein, parce que le flux, c'est important. Les mots-cris et tout, au début. C'est utile, c'est nécessaire, comment est-ce que je peux faire? Bon, aujourd'hui c'est une aventure formidable, mais c'est dur, je rigole pas tous les jours. Et on a également des supports pour des espèces envahissantes. Ça, c'est une inquiétude très forte pour les chercheurs. Et on a également cette découverte récente de la plastisphère. Le plastique est un support de développement de bactéries, de virus, et une faune et une flore je trouve pas mon mot. Bactéries, champignons. Bactéries, champignons, voilà, ce monde des microbes. Un microbiome, merci. Qui est très surprenant, qui étonne beaucoup les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, parce qu'il y a plus de biodiversité sur les plastiques que sur n'importe quoi d'autre en milieu marin, sur cette plastisphère, comme on appelle, c'est étonnant. Ah oui, c'est vrai. C'est dingue ça. Ça les attire. Dans le monde. Ensuite, donc ça ce sont des illustrations pour vous montrer la présence de ces déchets dans tous les milieux. Vous voyez ce qu'on trouve quand on fait nos caractérisations de déchets, c'est ça quoi. C'est impressionnant. Il faut faire des opérations de nettoyage pour s'en rendre compte en fait. C'est ça, ça éveille. Et c'est très éducatif. Et puis on a ces fameuses problématiques de microparticules de plastique. Nanoparticules, les inquiétudes sont là. On ne sait pas comment cela va se comporter, comment cela se comporte déjà, parce que certainement il y a des nanoparticules dans notre corps. Est-ce que ça va rentrer dans la cellule? Est-ce que ça peut... Et puis on a tous ces adjuvants. Il y a... Nelly Pons a sorti un livre qui est très intéressant, justement, qui fait un peu de recherche poussée sur le monde de la pathologie et de l'industrie. Planète plastique, je crois. Océan plastique aussi. Mais c'est vraiment intéressant voilà, aller enquêter. Et en fait, il y a une omerta un petit peu. C'est-à-dire que les industriels cachent leurs formules. Hein, et en fait, il y a des milliers de formules de plastique différentes. Il y a des adjuvants, il y a des produits chimiques, à tout savoir qu'en faire dans ces plastiques. Donc la pollution, là, anticipée, pourquoi? Mais comment anticiper quand on n'a pas la main sur ce que font les industriels? En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas, il y a beaucoup de choses qui sont couvertes par le secret industriel, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui collabore à une forme de pollution auto-acceptée, parce que le système accepte que ce soit. Alors qu'il y a des réglementations, mais en fait on a un peu schizophrène. D'un côté, il y a des réglementations qui contraignent, puis de l'autre côté, on a des autorisations parce qu'on a un système économique qui est ce qu'il est. Et voilà la complexité du problème. Là, c'est un filet de pêche large de l'émissaire de Porto à Marseille, après 3 jours de tempête. C'est une montagne de plastique en emballage, avec des taux de... J'avais des trucs de péremption de 1994.
c'était quasi intact. Hein. Donc sous l'eau, le soleil n'a plus la capacité de casser le plastique en petites particules. Hein. Ce sont les photons qui vont casser les liaisons entre les hydrogènes et les carbones des polycarbonés, hein, des plastiques. Et donc cette dégradation, elle est remise en question en fonction de l'endroit où se trouve l'objet. Et quand il se dégrade en microparticules, de toute façon, il continue à être impactant et il n'est pas biodégradé, hein, il reste nocif pour l'environnement. Et tout ça, ça coûte très très cher, parce que restaurer les milieux, réparer, ça coûte beaucoup plus cher que de prévenir. Et en fait, je pense qu'on ne mesure pas encore du tout l'ampleur et la gravité du problème. On en est qu'au début des prises de conscience. Et les scientifiques ont encore un rôle très très important à jouer. Donc en 2008, on a enfin une directive européenne qui inclut les déchets comme pollution, qui permet de décrire l'état du milieu. Ça a été une révolution dans l'histoire de la prise en compte en Europe de cette question des déchets sauvages en tant que problème environnemental. Donc cette directive européenne a permis une évolution importante de la mise en œuvre de solutions, d'actions concrètes. Donc on s'est rassemblés, l'État français a organisé des groupes de travail, des ateliers, des groupes de discussion. Et ce sont les associations, on est tous montés à Paris, on est tous allés voir au sein du ministère à se rencontrer à ce moment-là pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va trouver des solutions. Et des groupes de chercheurs, il y avait également comment est-ce qu'on va mesurer. C'est pas là. C'est par là. C'est par là-bas. On a marre, on n'a pas la marre. Comment est-ce qu'on va mesurer tout ça? Donc on a développé aussi à ce moment-là des groupes de travail au niveau européen pour caractériser les déchets. Et à ce moment-là, on a défini les protocoles. Et j'ai fait partie de ces groupes de travail. Et on continue à travailler d'ailleurs. En 2016, on a eu des rencontres entre collecteurs de déchets sauvages. Ça a été aussi un moment important. Et moi, j'ai fait venir à ce moment-là l'État pour leur faire comprendre, pour faire comprendre à tout le monde que personne n'est contre l'autre. En fait, il y a beaucoup d'antagonisme et d'opposition au système. C'est assez compliqué de travailler tous ensemble. Et donc là, c'est aussi ce travail-là que j'essaye de faire. C'est faire en sorte qu'on arrive à s'entendre, à se dire, ok, peut-être on peut plus fort, évidemment, on sera plus fort ensemble. Et donc en 2016, on a eu des rencontres grâce à Denis Blot, qui est chercheur dans le Nord-Pas-de-Calais, un sociologue, qui étudie ces étranges personnages qui vont ramasser les déchets nucléaires sur les villages. Et il s'intéressait à nous, ramasseurs de déchets. Et finalement, je pense qu'il a été piqué par le virus, et donc il s'est retrouvé lui-même à s'engager un peu plus. Et il a eu des subventions de l'ADEME pour faire une étude, et il avait donc un petit peu une petite enveloppe, et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et ça a été le début d'une aventure de coordination des acteurs, enfin, en tous les cas pour l'association. Moi, j'ai commencé en 2012, j'ai voulu créer un observatoire des déchets. En 2006, j'ai eu l'idée de créer un observatoire des déchets aquatiques. Je suis allée voir Surfrider, je suis allée voir pas mal d'associations pour leur dire c'est super ce que vous faites, mais il faudrait caractériser les déchets. C'est vrai qu'à l'époque, ils ne caractérisaient pas. Donc on a développé pendant 2-3 ans, je les ai accompagnés pour utiliser le protocole. Et aujourd'hui, et on travaille ensemble donc avec les initiatives Océane pour récupérer leurs données dans la plateforme de sciences collaboratives et des déchets sauvages. Donc tout ça c'est en place et ça marche bien aujourd'hui. Et donc en 2016, c'était. Parce qu'en 2012, j'ai essayé de faire un observatoire des déchets aquatiques, mais sans suffisamment de moyens financiers. J'étais un peu toute seule à auto-financer. C'était un peu difficile. Et je me suis dit, bon, ça ne marchera pas. Et puis en plus, il y a un problème de marque. C'est-à-dire que les associations ne vont pas forcément suivre une Merter, une Isabelle Fouettou, parce que c'est moi, parce que c'est Merter. Ils ne sont pas obligés d'adhérer à qui je suis et à ce que je leur propose. Il y a pas mal de jalousie les uns entre les autres, hein, toujours des facteurs humains qui freinent beaucoup aussi la mise en œuvre de solutions. Et donc je me suis dit, il faut une marque blanche, enfin, il faut que... Et en fait, en discutant avec le ministère, juste à ce moment-là, il y avait le Muséum national du sang naturel qui, en 2018, donc, ils ont eu des moyens financiers pour pérenniser, solidifier les programmes de sciences participatives. En 2017, Merter a coordonné la deuxième rencontre des collecteurs de déchets sauvages. Ça a été l'occasion à ce moment-là de rassembler les besoins, les attentes, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qu'on pourrait faire.
Et en fait, en 2016, le ministère m'avait demandé d'étudier le dispositif Adoptevich, qui est développé dans les pays d'Europe du Nord et qui a commencé aux États-Unis. Donc on a étudié ce que c'était et de leur dire, le résultat de l'étude, c'était certes, c'est super, sauf qu'il faut une plateforme de sciences collaboratives qui centralise les données. Si on met en place le dispositif Adoptevich qui consiste à revenir régulièrement sur le même site avec des protocoles standardisés, il faut bien centraliser la donnée quelque part. Donc il faut créer une plateforme de sciences collaboratives. Et à ce moment-là, l'État a été convaincu. Et donc, j'ai eu des moyens financiers grâce au ministère de la Transition écologique. J'ai aussi développé sur la biodiversité, sur les citoyens qui participent de faune. C'est une dynamique, je veux dire, assez globale. Tout à fait. Il y a beaucoup de programmes de sciences participatives aujourd'hui. Et donc le muséum, justement, consolide ces programmes. Grâce si vous allez sur... Aujourd'hui, ils ont mis en place une plateforme, c'est Mosaïque, il y a Observatoire de biodiversité, il y a plus d'une centaine de programmes de sciences participatives, sur les libodules aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses en route. Et donc, ils ont été OK pour sortir de leur étude, de leur programme habituel pour aller sur... Oui, on peut participer. Elle pense à ces cours d'eau, là. Voilà, et donc en 2018, on a commencé à travailler avec le muséum, on a rédigé un cahier des charges avec l'écoute des besoins des utilisateurs, et en 2019, grâce à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons pu développer la plateforme pilote pour la France entière. Mais comme on était basé en France, à Marseille, avec un réseau et un tissu très solide avec lesquels on travaille depuis des années, je connais Marie depuis depuis quelques années, cela ne nous rajeunit pas. Non, voilà, c'est ça. Ça s'améliore, non mais, mais en tous les cas, voilà, on a vraiment un tissu solide et sérieux et fidèle et de gens super engagés, compétents. Et voilà, donc on arrive à bien travailler ensemble. Merter coordonne aussi une opération qui s'appelle Calanque Propre depuis des années. Et ça a été un support très intéressant aussi pour nous pour développer cet outil. Et en 2020, on a enfin sorti la plateforme nationale Zéro déchet sauvage. Elle est toute fraîchement officiellement sortie le 8 juin, alors qu'elle est là depuis plus d'1 an, mais avec le ministère, c'est compliqué au niveau de la communication. Donc en fait, cette plateforme de sciences collaboratives, elle permet de centraliser en France les données sur les déchets sauvages diffus dans une base de données unique et centralisée. Parce qu'il y a beaucoup d'applications, de choses qui sortent aujourd'hui, c'est formidable, mais moi je dis à tous ceux qui font ça, c'est génial, sauf que regardez ce qui est fait avant de commencer à vous engager dans quelque chose, à dépenser de l'argent, de moyens. Parce qu'en fait, des fois, c'est contre-productif, ça disperse la donnée. Mais alors, voilà, l'objectif de cette plateforme est de réduire les déchets, de protéger la biodiversité, développer une approche globale et concertée, que chacun ait une vision de ce qui se passe, héberger des bases de données homogènes, issues de ramassage standardisé, des déchets non seulement par les citoyens, mais également par les collectivités territoriales. Le service technique qui rentre tous les jours de son ramassage de déchets, il peut dire, tiens, j'ai fait 3 bennes. 3 bennes, ça fait 12 mètres cubes. Oui, tous les jours. Après, il n'y a pas la caractérisation, il y a mais chez le volume, c'est de la donnée déjà, parce qu'on peut faire des échantillons ponctuels. On va avoir une évolution après la pluie, on voit un peu corréler à la météo, et on peut avoir des échantillons de temps en temps. En fait, on peut mettre en place des protocoles. C'est intéressant. Centraliser les données, scientifiques, pédagogiques, conscientiser, éduquer, tout ça aussi c'est un outil d'éducation et de sensibilisation. Donc, nous vraiment là développons un comité scientifique. Il y a beaucoup de chercheurs intéressés. On aimerait bien avoir vraiment une pluridisciplinarité des chercheurs qui feraient partie de notre comité scientifique. Ça peut être de la donnée sur le comportement, ça peut être de la donnée sur les impacts pollution. En fait c'est là il y a un potentiel important. On sent qu'il y a quelque chose de très intéressant. On ne mesure pas encore ce que ça va donner, mais aussi un potentiel en termes d'évolution des politiques publiques. D'apprendre les sciences pour la société, les sciences pour la politique. C'est comment une collectivité territoriale, donc nous on recherche des collectivités territoriales pilotes, pour ensemble développer l'outil qui soit le plus adapté à vos besoins, aux besoins des collectivités. Parce que c'est un tableau de bord, on travaille avec le MNHL, on est en capacité de faire évoluer l'outil constamment. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Faire croiser vos données, Modécom, je ne sais pas, quand vous faites des analyses de déchets, il y a des trucs intéressants.
Donc c'est mieux comprendre les caractéristiques des déchets sauvages diffus, quantité, qualité, hauteur des rejets, comportement donc, et secteur d'activité économique. Connaître les zones d'accumulation et les origines géographiques, c'est-à-dire qu'à d'un point de vue géographique et territorial, c'est quel est mon territoire et comment je le gère et qu'est-ce qui se passe, comment les gens se comportent avec leur environnement, et aussi quel est le rapport que j'ai avec moi-même et avec mon environnement. Donc c'est de l'écologie humaine. Si j'applique mes principes, mes compréhensions, mes connaissances d'écologue au fonctionnement humain. C'est comme si le tabac, le producteur de tabac, le distributeur de tabac ou les fumeurs, c'était une sorte d'espèce avec des comportements. Je trouve ça super intéressant, j'aime bien réfléchir comme ça. Mais je trouve ça super intéressant, je fais presque des taxons, tu sais, t'as les familles avec les gens et tout ça, et qu'est-ce qui caractérise cette espèce-là de... Les pêcheurs à la ligne, ceux-là, moi j'aimerais bien les étudier, voilà. ceux-là je les aime bien, je trouve qu'ils Voilà, sont... on a des petits écosystèmes dans les grands écosystèmes, enfin c'est très intéressant tout ça, voilà. Bon, bref. Ça permet de présenter des données aussi, on fait de la data visualisation, on fait évoluer beaucoup la data visualisation. Là, la plateforme, revenez-y régulièrement parce qu'elle évolue, elle avance, elle progresse, on avance ensemble et à la rentrée, on va enfin avoir, à l'automne, on aura enfin des data visualisations plus évoluées. Donc chaque association qui remplit ses données pourra avoir des résultats, on pourra sélectionner les mégots, Ah oui, carrément. Ouais, Ah ouais, chouette. c'est trop bien. Bon, bref. On pourra donc impliquer mieux les fabricants, les industriels et tout ça, informer, impliquer les consommateurs, agir sur les politiques publiques, évaluer les plans d'action. Ouais, c'est ça. Pour une politique publique, c'est vachement intéressant pour pouvoir dire je suis bon, je suis pas bon, c'est quoi mon bilan. Voilà, donc ça c'est juste une prise de photo de la plateforme Remettre Zéro Plastique. On est à plus de 266 structures inscrites dans la plateforme Zéro Déchet Sauvage. Et au niveau régional, on est à peu près à 211. Et donc là, vous voyez, c'est essentiellement sur Marseille. Pourquoi? Enfin, essentiellement, c'est beaucoup sur Marseille parce que j'ai commencé à travailler sur Marseille. Ce sont les associations avec lesquelles je fais Calanque propre. On a construit tout ça au fur et à mesure. Le point jaune, c'est tout long aussi, là. On est là, on est vous êtes bien, gros, là. Voilà, donc c'est c'est fabuleux. En fait, c'est une histoire fabuleuse, hein. C'est super intéressant, on est très contents parce que ça évolue bien. On a envie de se rencontrer dès qu'on va pouvoir, on espère bien, faire une rencontre des acteurs du réseau Remède. On aimerait bien la rentrée, on ne sait pas comment ça va se passer, mais si ce n'est pas cette année, ce sera en 2022. Voilà. Et au niveau national, donc là on est à 266 et voilà, c'est une aventure qui commence. On voudrait travailler avec les collectivités territoriales, travailler avec les industriels. On a Citeo qui se rapproche beaucoup de nous en ce moment parce qu'en fait il y a une évolution de la réglementation qui est très importante. C'est l'extension de la nouvelle responsabilité élargie du producteur, ou AGIEC, qui va aller financer la collecte des déchets sauvages diffus. Nos métiers vont être financés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations, il y a des entreprises qui sont en train d'arriver. Il y a des scientifiques qui créent des entreprises. Il y a des applications qui sortent de tous les côtés. Il se passe quelque chose en ce moment, on sent que ça bouillonne. Voilà. Donc Citeo ne veut pas donner des chèques en blanc aux collectivités territoriales, parce que ce sera de l'argent directement donné aux collectivités territoriales, qui vont devoir se charger de collecter ces déchets sauvages diffus. De prévenir, il va falloir caractériser, il va falloir les prévenir, il va falloir ramasser. Donc qu'est-ce qu'ils vont financer? Comment est-ce qu'ils peuvent dire que c'est une bonne solution? Est-ce que ce sont pour les enfants pour ramasser? Est-ce que c'est j'équipe ma commune avec des motos aspirateurs? Qu'est-ce que je fais? C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Ce sont des critères qui sont Il y a plusieurs solutions différentes qui sont intéressantes, je pense, coordonnées. Hein. Les filets sur les exutoires en sortie de port, par exemple. Oui, ça fait partie des solutions. Donc en fait, nous, on est en train, j'ai pas mal travaillé avec Suez ces derniers temps. Là, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on a fait une étude sur tout bassin versant avec des calculs de fuite de déchets, les réseaux dans lesquels il faudrait installer C'était une super étude, je pense qu'on va communiquer dessus à l'AST. Donc il y a eu une évolution très importante en ce moment des outils, des moyens, des technologies.
Ça fera la différence, parce que là, on change d'économie d'échelle. Alors là, c'est vraiment, si on a des grosses entreprises qui commencent comme ça à équiper les réseaux, et que les collectivités comprennent qu'elles ont moyen à mettre là-dedans, prévenir, ça coûte tellement moins cher que guérir, quoi, évidemment. Donc, ça évolue beaucoup, et il y a en ce moment il y a une étude qui a été lancée, donc Citeo a fait l'enquête, on a participé à des réunions, aux discussions, tout ça, donc ils sont en train de faire le tour des solutions, de définir les critères de qualification de ces solutions, pour voir ensuite le guide qui accompagnera l'argent donné aux collectivités territoriales. Il y aura un accompagnement, et je pense que ça commencera par un diagnostic. Les collectivités devront faire un diagnostic avant de commencer à savoir qu'est-ce qu'on fait. Comme toujours. Ben oui, c'est normal. Et voilà, donc je vous invite à aller sur les plateformes Remède Zéro Déchet Sauvage, à nous contacter. Voilà, plus fort ensemble, c'est notre leitmotiv. Et c'est Zéro Déchet Sauvage, Zéro Déchet Sauvage. Écoutez, merci à vous.